Session aujourd'hui, session qui aide à opérer un diagnostic sur un porteur de projet ou un entrepreneur. Donc, évidemment, chaque type de projet est différent. Vous avez des projets dans l'e-commerce, comme ceux qu'on va sélectionner sur le programme Vasco de Gama. Vous avez des projets de freelancing, vous avez des projets de lancement en tant que thérapeute, vous avez des projets de commerce locaux, vous avez des projets dans le marketing de réseau, vous avez des projets sur le lancement ou l'accélération d'un site média, vous avez des projets de blog à développer, des projets d'influenceurs. Et évidemment que chacun de ces types de projets a besoin de stratégies marketing différentes, a besoin d'outils différents. On en parlait la dernière fois, les sites e-commerce vont avoir besoin par exemple d'utiliser une plateforme comme Shopify. On va avoir des gestions de trésorerie très différentes selon les types de projets. Un e-commerce va avoir une question de BFR, de besoin en fonds de roulement, là où un freelance, normalement, même tout le temps, s'il fait bien son activité, n'a pas besoin d'avancer de l'argent pour se lancer. Donc tout ça, c'est vraiment le domaine de la complexité et de la spécificité. Par contre, si on prend du recul et qu'on se rappelle le principe numéro 3 de la pédagogie Live Mentor, on sait que le développement d'un projet dépend du développement personnel de son fondateur. Et donc, que notre rôle, si on veut accélérer un maximum de projets, c'est de comprendre à la fois le projet, mais aussi la personne qui le porte. Donc, quand on est au téléphone avec quelqu'un, quand on est en coaching, en visioconférence ou quelle que soit la manière dont on fait le coaching, on a à la fois une première priorité qui est de comprendre le projet et une deuxième priorité qui est de comprendre le fondateur, les fondateurs si c'est un duo, un trio, un quatuor, etc. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur cette deuxième partie. Comprendre la personnalité de l'entrepreneur, la personnalité du fondateur. Alors, c'est un équilibre, ou plutôt c'est une conversation qui n'est pas facile à mener. On n'a pas envie d'être perçu comme le psy. On n'a pas envie d'être perçu comme la personne qui te pose des questions auxquelles tu n'as pas envie de répondre. On n'a pas envie de créer une gêne dans la conversation. Au contraire, on veut créer un état de confiance maximal. La première règle qu'on se donne en coaching quand on commence à aborder la question du fondateur, de l'entrepreneur plus que du projet, c'est de justement constamment essayer de relier les deux. C'est très compliqué de faire un retour à quelqu'un en lui disant tu es beaucoup trop prudent, tu es complètement stressé, tu es complètement paralysé mon pauvre. C'est extrêmement dur de faire ce retour. Par contre, si on le formule de manière à la fois plus pertinente et plus intelligente sous la forme « moi, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que le projet pourrait accélérer plus et peut-être que tu n'accélères pas assez parce que tu es d'un naturel prudent, parce que tu ne viens pas forcément d'une famille d'entrepreneurs, parce que tu as connu des premiers mois ou peut-être même une première année sur ton projet qui était vraiment pas facile et donc tu en as gardé une surprudence, tu en as gardé un stress qui aujourd'hui impacte négativement le développement du projet. Tu sais que ce truc-là fonctionne, par exemple, tu sais que ta stratégie commerciale elle fonctionne. Pourquoi est-ce que tu augmentes pas plus le staffing de ton équipe? Tu sais que telle stratégie d'acquisition fonctionne. Pourquoi tu n'en fais pas plus? Tu as eu des commentaires positifs sur tes premières vidéos YouTube. Pourquoi tu n'en fais pas plus? Et c'est là où on peut avoir une discussion de coaching qui mélange le développement du projet et le développement personnel du fondateur. Il y a un livre dont on va parler aujourd'hui qui est extrêmement utile dans ce cadre. Il a été écrit par un monsieur américain qui s'appelle Michael Gerber. Je vous ai mis sa photo juste après. Il ressemble vraiment à ça. C'est un
personnage de McDonald's, mais c'est vraiment sa tête. Donc il a toujours un chapeau blanc comme ça et des grosses lunettes. Et Michael Gerber a publié un livre que n'importe quel entrepreneur devrait lire, qui s'appelle The E-Myth, I-myth. Je vous ai mis la couverture juste ici. Le mythe de l'entrepreneur revisité. Pourquoi la plupart des petites entreprises échouent et que faire pour réussir. Le livre, d'ailleurs, et je n'ai pas beaucoup d'exemples de livres qui soient rédigés de la même manière, est construit autour d'une relation de coaching. Durant tout le livre, on assiste à la retranscription d'une conversation entre Michael, qui est le business coach, et une personne qui a un magasin où elle fait, je crois que c'est des cookies ou des tartes aux pommes, l'un ou l'autre, je sais plus exactement. C'est des cookies? C'est des cookies, voilà, elle fait des cookies. Et elle fait des cookies dans son petit magasin, donc ça parle de cookies durant tout le livre. Et ça va très mal, la situation du magasin est un peu horrible. Et elle a commencé une relation de coaching avec Michael qui va analyser au fur et à mesure tous les départements de son business, mais qui va en fait surtout, et c'est là où le livre est génial, l'aider, elle, à mieux comprendre sa personnalité, à mieux comprendre la manière dont elle sabote elle-même son projet. Encore une fois, le choix des mots est super crucial quand on a ce genre de conversation. C'est extrêmement dur de dire à quelqu'un « tu es en train de saboter ton projet ». Donc c'est notre responsabilité en tant que coach, déjà d'amener plutôt la personne à avoir cette réalisation que de lui plaquer ça d'emblée, mais de l'amener à effectivement comprendre que ce sont ses choix qui déterminent à la fois sa réussite et ses échecs relatifs. Elle est responsable des deux. Et un framework qui permet d'amener cette conversation, c'est le framework de Michael Gerber. Ce framework explique qu'il y a 3 types de personnalités, le technicien, le manager et l'entrepreneur. Je vais les détailler. Pour Gerber, il faut avoir les 3 casquettes dans une entreprise pour que ça fonctionne et le lancement d'un projet ou l'accélération d'un projet est un moment un peu particulier où on joue toutes ces casquettes. Et sans faire une digression énorme, c'est vrai que l'entrepreneuriat est sûrement une des activités les plus schizophrènes qui soit. C'est-à-dire qu'on joue des rôles différents tout au long de la journée. Et moi, si je prends ce que j'ai fait hier, au cours de la même journée, je suis passé d'un rôle face à un journaliste où il faut vraiment être surcommunicant, défendre la vision de la boîte, expliquer les projets de recrutement, expliquer la vision, à une session super financière, super analytique où on me bombarde avec 10 tableaux de chiffres et j'y comprends rien, il faut aller creuser chaque case pour comprendre comment fonctionne l'autre, à une session plus de one-to-one, session de management avec une personne de l'équipe qui se sent pas bien et donc là on est plus du tout dans la même énergie qu'avec la presse, on n'est plus du tout dans la même énergie qu'avec l'exercice de compta, l'exercice de tableau financier, on est dans de l'empathie, dans de la relation humaine. Et je ne vous fais pas l'après-midi parce que sinon ça va vous faire mal à la tête. Mais ça c'était le matin. Donc il y a effectivement une réalité que moi je surnomme la réalité du ping-pong où quand on est sur son projet, on est une balle qui est une balle de ping-pong et il y a plusieurs joueurs qui tapent dedans. Voilà, on se fait taper dedans tout au long de la journée et on va à gauche, on va à droite, on va en haut, on va en bas. Et c'est très très dur justement d'accepter ce chaos et de faire le switch. C'est à la fois dur d'accepter le chaos, c'est dur de réaliser qu'on est en train de tourner autour des 3 rôles de Michael Gerber et c'est important de comprendre les avantages et les inconvénients de chacun de ces rôles. Premier rôle, le rôle du technicien. Bon, ici, j'ai pris une photo qui vous parle sûrement à tous, que vous avez tous reconnu, Jiro. Jiro, qui est un japonais, qui est le maître sushi le plus connu du Japon. Ça fait des années qu'il fait des sushis, que c'est des sushis exceptionnels. Et il y a tout un mythe autour du magasin de sushi de Jiro.
Notamment si toi, tu es recruté au restaurant de sushi, tu n'as pas le droit de cuisiner un sushi avant 1 an. Pendant 1 an, tu dois juste laver le riz tous les jours et tu ne peux faire que ça. Donc c'est l'exemple ultime de la boîte artisanale, de la boîte de technicien. Le technicien, c'est la personne qui lance un restaurant parce qu'elle aime cuisiner. Le technicien, c'est la personne qui monte une agence WordPress parce qu'elle aime faire des sites internet. Le technicien, c'est moi quand je lance Live Mentor parce que j'aime enseigner. Le technicien, c'est la personne qui monte une boutique en ligne de vente d'œuvres d'art parce qu'elle aime peindre. C'est pas mauvais le technicien, ça a juste certaines contraintes. Les caractéristiques du technicien, il est dans le présent, dès qu'il voit un truc bloqué, dès qu'il voit un truc dysfonctionnel, il veut le corriger. Donc typiquement, dans l'exemple de Michael Gerber, Emily, elle fait elle-même tous les cookies. Elle fait des cookies tout le temps. Le technicien, il déteste déléguer, le technicien, il veut résoudre les problèmes lui-même au plus vite et il adore surtout être dans son entreprise. Là où effectivement Gerber touche un point super sensible, c'est que le rôle de technicien nous amène d'une situation qui est je me suis lancé pour faire cette boîte, cette entreprise de cookies et je fais moi-même les cookies à je vais faire moi-même tous les autres aspects de la boîte. Je vais être technicien dans tous les aspects. Je vais faire moi-même le site internet, je vais faire moi-même le marketing, je vais faire moi-même la compta, je vais moi-même nettoyer le magasin de cookies. Je vais faire absolument tout. Malheureusement, il y a donc énormément de situations où les profils qui lancent un projet en étant technicien s'épuisent, sont complètement cramés au bout de 6 mois, au bout de 8 mois, au bout de 10 mois. Parce qu'ils sont obsessionnels du détail, parce qu'ils ne savent pas déléguer et surtout parce qu'ils sont tellement dans l'action qu'ils n'arrivent pas à prendre du recul pour regarder la manière de faire les choses. Là où Gerber touche un point super juste, c'est qu'il explique que le rôle d'Emily, c'est pas de faire les cookies, c'est de réfléchir à la manière dont sont faits les cookies. Qu'est-ce qui fait qu'un cookie est réussi? C'est ce qu'il appelle être dans le business et être sur le business. Être dans le business, c'est littéralement être dans la machine à laver. Ouais, vous êtes dans le tourbillon, quoi. Vous faites, vous arrêtez jamais, vous prenez jamais de recul. Être sur le business, c'est faire le pas de côté nécessaire, le pas de côté super utile stratégiquement qui permet de mieux faire les choses. Et aussi de commencer à se poser la question, comment est-ce que je peux créer des systèmes qui font les choses à ma place? Typiquement, je pense à Cécile. Cécile, projet qu'on a chez Live Mentor depuis longtemps, Greenma. C'est une boîte qui fait des thés bio, des savons. Ils les vendent en ligne et dans des magasins. D'ailleurs, là, il n'y a que des bonnes nouvelles. Enfin, vous faites n'importe quelle boutique bio dans le 11e arrondissement à Paris, il y a du Greenma, quoi. C'est everywhere. Bah, elle a clairement une situation type Emily. Soit elle est technicienne à fond et donc elle voit qu'il y a des commandes et elle passe ses journées à faire les commandes et à les envoyer depuis son atelier et elle s'épuise. Soit elle prend un pas de côté et elle se dit « Ok, ma boîte, elle génère maintenant pas mal de chiffre d'affaires. Je suis plus toute seule, il y a une équipe avec moi. J'ai plus quelques commandes par mois. J'en ai beaucoup de commandes chaque mois. C'est quoi la prochaine étape logistique? Est-ce que c'est de conserver mon atelier comme elle a actuellement près de Metz et de faire le conditionnement et l'emballage et de continuer de faire l'emballage et le conditionnement dans l'atelier?
ou est-ce que c'est d'externaliser une partie à un entrepôt? Ce genre de réflexion, le technicien ne se les pose jamais, parce qu'il n'a pas le temps. Non pas qu'il ne peut pas intellectuellement, parce que tout le monde peut faire ce qu'il veut dans la vie, mais simplement parce que quand on fait tout le temps la même chose de manière obsessionnelle, on ne peut pas prendre de recul. Alors heureusement, Cécile n'est pas une technicienne, en tout cas elle joue bien avec les différents rôles et elle se pose toutes ces questions en ce moment et il y a plein de départements de sa boîte qui sont en train de modifier, d'évoluer et c'est génial. Donc notre réflexe en coaching pour identifier si quelqu'un est un technicien, c'est premièrement de regarder sur quoi il passe son temps. Combien d'heures tu passes par semaine sur ton projet? Et comment se décomposent ces heures? Et là, on essaye d'identifier les réflexions stratégiques. Est-ce qu'il y a des réflexions stratégiques ou pas? Je suis face à un freelance, qui me dit être en recherche de clients, me dit être à un niveau d'activité de 30 000 € de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il a une réflexion stratégique sur comment trouver des clients à un autre endroit? J'écoute ce freelance et il me dit qu'il fait des missions à 200 € par jour, un montant assez bas. Est-ce qu'il se pose la question, comment est-ce que je peux trouver des missions à non pas 200 € mais 1000 € par jour? C'est quoi la vie des freelances qui facturent beaucoup plus cher que moi? Qui sont leurs clients? Quelles sont leurs missions? Etc. S'il ne se pose pas cette question, j'ai face à moi un technicien. Quelqu'un qui est constamment dans ses emails, dans le rush. Okay. Donc premier axe pour trouver si quelqu'un est un technicien ou pas, sur quoi est-ce qu'il passe son temps? Est-ce qu'il est constamment dans du quotidien, dans des tâches qui sont répétitives, routinières, ou est-ce qu'il me dit, et ça c'est très 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 bon signal, je pense que la prochaine étape c'est ça. Je pense que la prochaine étape c'est ça. Est-ce qu'il ressent les points de blocage, les goulets d'étranglement de son business? Si on pose cette question et qu'on n'a pas de réponse, il y a danger. Enfin, en tout cas, il y a responsabilité du coach d'aller mettre ce sujet sur la table. Autre grille de lecture pour déterminer si quelqu'un est technicien ou pas, ou enfin, trop technicien. S'il est trop technicien, est-ce que tu as des exemples de réussite sur le coup d'après? Est-ce que tu as des modèles de gens qui ont passé l'étape supérieure? Tu es freelance, est-ce que tu as des modèles d'agence si tu décides de devenir agence? Est-ce que tu sais à quoi ça ressemble la vie d'une agence? Tu as un site e-commerce qui livre quelques dizaines de produits par mois. Est-ce que tu as des exemples de e-commerce qui livrent quelques centaines ou quelques milliers par mois? Très important de pouvoir se projeter et d'avoir des exemples de réussite à des niveaux supérieurs. Alors là où je vais apporter peut-être une nuance par rapport à la théorie de Gerber, c'est que quand on finit le bouquin de Gerber, on se dit que le technicien c'est un truc horrible et que personne ne doit jamais être technicien. En fait, il faut comprendre le contexte. C'est-à-dire que Gerber est quelqu'un pour qui il n'y a pas plus belle entreprise que McDonald's. Donc, il le répète en long et en large dans le bouquin. Il fait une apologie, un éloge, apologie, oui, un éloge de la franchise en expliquant, mais ça c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est un business, McDonald's, complètement processé. On sait exactement où est mis la cuisine, on sait comment sont cuits les steaks, on sait combien de minutes il faut faire cuire les frites, on connaît absolument tous les ingrédients de la recette et donc on peut le répliquer comme des champignons, tchoup, 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 et ça pousse un peu partout dans le monde et c'est magnifique. Bon. La réalité, c'est qu'il y a plein d'envies d'entreprendre qui sont pas franchises, qui sont pas liées à la franchise et qui sont pas sur un modèle aussi industriel et systématique que McDonald's. Et l'autre réalité que mentionne pas forcément Gerber, c'est qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se plantent parce que eux, ils sont à l'inverse de ça. Ils sont absolument pas techniciens.
Typiquement, ce genre de profil, on les détecte en coaching quand on a des gens qui ont été pendant très longtemps managers, qui ont 40, 45, 50, 55 ans et qui ont du mal à mettre les mains dans le cambouis. Eux, c'est l'inverse des techniciens. C'est l'inverse. Eux, ils ne savent pas faire. Et donc, ils procrastinent. Et ils ne font pas. Donc, ça, c'est une deuxième clé de lecture. On a vu la personne qui est trop technicien ou qui est resté technicien pendant trop longtemps, mais il y a des personnes qui ne le sont jamais. Or, si on ne l'est jamais, c'est très dur de bien assumer ensuite les casquettes de manager et d'entrepreneur. On va y revenir. Donc, ne gardez pas comme conclusion de ce que je viens de dire qu'il ne faut surtout pas être technicien. Gardez plutôt qu'il faut trouver le juste équilibre. Ok ? Deuxième rôle, le manager. Là, on est dans un univers un peu moins poétique que Jiro et ses sushis. Je prends le loup de Wall Street, leçon de management. Le management, c'est faire grandir les autres autour de soi. C'est aimer l'ordre, c'est aimer ce qui est réplicable, c'est aimer déléguer. Lui, quand on le voit pas vraiment en train de faire ses appels pour vendre ses produits financiers lui-même. On le voit faire un appel pour montrer à tous les autres qu'on voit derrière lui comment faire l'appel. Et on le voit ensuite créer une structure où il y a plusieurs personnes qui bossent et où il peut faire monter les gens progressivement pour qu'eux-mêmes deviennent managers. Alors le manager, évidemment, il déteste faire les choses lui-même. Il est plutôt obsédé par la manière dont le système peut fonctionner tout seul. Le manager, il déteste dépendre de l'effort humain d'une personne. Là où le technicien adore, et un jour va détester, mais ça il ne s'en rend pas encore compte, adore faire les choses lui-même. Tout dépend du technicien. Dans une structure où il y a seulement un technicien, on est foutu en fait. Ça c'est Live Mentor il y a 2 ans. C'est Alexandre qui fait tous les cours. Tous, absolument tous. Il fait aussi tous les appels, tout. Catastrophe, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut absolument pas tenir. Le manager, lui, va avoir un réflexe complètement différent. Il ne veut surtout pas dépendre d'une personne. Donc, il range, il classe, il organise, il aime l'ordre, il aime, et là on va en parler après, il aime ranger le désordre qui est cassé par l'entrepreneur et il détecte des problèmes. La transition est super dure pour la personne qui est complètement technicien vers le rôle de management. Et donc souvent, on va voir des réflexes qui ne sont pas les bons, qui sont de la fuite en avant. On va avoir par exemple le technicien qui, au bout d'un moment, est tellement saturé de travail, accepte enfin de prendre un stagiaire. Le nombre de boîtes que je vois passer chez Live Mentor qui refusent le moindre recrutement, qui refusent le moindre stagiaire, le moindre freelance, le moindre CDD, le moindre CDI, c'est des gens qui sont enfermés dans le modèle de technicien et qui vont s'inventer tous les problèmes au monde comme oh non mais j'ai pas de bureau donc je peux pas prendre de stagiaire alors que ça n'a jamais empêché personne de prendre un stagiaire en remote. Moi, je vais vous donner des dizaines d'exemples de boîtes qui ont des stagiaires en télétravail. Alors oui, il faut mentir sur la convention de stage et faire croire qu'il y a des bureaux mais on s'en fout à un point complet. Donc le sujet il n'est pas là. Le vrai sujet il n'est pas qu'il y a des problèmes juridiques, etc. Évidemment, le technicien va toujours s'inventer des excuses. Il va toujours s'inventer des excuses pour pas devenir manager. Il va dire il n'y a personne d'aussi bon que moi dans mon job. C'est pas possible, je ne peux pas déléguer. C'est un mythe, c'est faux. C'est complètement faux. Et c'est même pas que le technicien est prétentieux, c'est qu'il y croit vraiment profondément. Il est enfermé dans son cadre. Et évidemment, dans le bouquin de Gerber, Emily raconte à son coach oui, à une époque j'ai recruté, ça se passait super bien au début et après ça a été l'enfer, ça a été la catastrophe, elle m'a quitté et là je me suis senti abandonnée, je me suis sentie toute seule. Ça c'est une réaction de technicien en fait. C'est une réaction d'un technicien qui veut remplacer un technicien par un autre. Le manager lui se serait dit j'ai un besoin de recrutement, quel est le profil qui peut faire ce job,
comment est-ce que je structure un process de recrutement, comment je structure un process de formation et comment faire en sorte que si telle personne un jour s'en va, parce que les gens ont le droit de partir, je vais pouvoir remplacer par quelqu'un d'autre. Là où la Émilie du livre, elle n'avait pas du tout une approche de management, elle avait simplement pris quelqu'un comme ça, elle avait mis tout son émotionnel dedans, au lieu de travailler sur, encore une fois, le système, le process. Le manager va toujours essayer de se demander quels sont les indicateurs de performance, quels sont les chiffres que je peux suivre pour savoir que mon système fonctionne bien. Un technicien va avoir très peu de reporting dans sa boîte. Et mais attends, j'ai pas besoin d'avoir des chiffres, je les connais, je suis sur le terrain tout le temps. Évidemment, ça explose dès qu'il y a quelqu'un dans son équipe. Le technicien devient un micromanager. La seule manière dont le technicien envisage le management, c'est d'être à côté de la personne et de regarder exactement qu'est-ce qu'elle tape sur son ordinateur toute la journée. Évidemment, ça peut pas fonctionner parce que bon, déjà c'est horrible pour la personne qui est en face, c'est le micromanagement affreux, mais surtout quand vous commencez à avoir 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, vous n'avez pas le temps. Vous ne pouvez pas être derrière l'écran de chaque personne. Alors que le manager, lui, aura dès le début structuré des systèmes, structuré des reportings, structuré des indicateurs, structuré également des moments dans son calendrier, donc des one-to-one, des rendez-vous avec chaque personne de son équipe, où il sait qu'il a 1 heure dédiée à un check, comment ça va quoi. Donc c'est beaucoup plus, ça peut tenir beaucoup plus longtemps. Néanmoins, encore une fois, il ne faut pas croire que le technicien c'est le profil affreux qu'il ne faut jamais être. J'ai aussi plein d'exemples de projets qui débarquent en formation où je vois des gens qui ont été managers depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis 30 ans et qui vont passer leur journée à faire des plans. Alors ça c'est vous pouvez spotter, vous pouvez identifier un profil manager s'il vous parle de son business plan alors qu'il n'est pas encore lancé. Ça marche à tous les coups. Si la personne pendant une demi-heure vous parle de son business plan alors qu'elle n'a rien lancé, elle n'a rien testé, c'est qu'on est face à un profil beaucoup trop manager. Il lui manque les 2 autres casquettes, casquette entrepreneur et casquette technicien. Il est incapable de mettre les mains dans le cambouis, donc concrètement, tous les plans qu'il est en train de faire, ce ne sont pas des plans qui sont basés sur la réalité, c'est des plans qui sont basés sur de l'imagination et c'est un travail qu'il fait pour se rassurer parce qu'il a le syndrome de l'imposteur. Là où le technicien a le syndrome de l'obsessionnel, le manager a le syndrome de l'imposteur et ne se sent jamais légitime pour aller concrètement sur le terrain. J'ai eu le cas avec, bon, je n'ai pas les cités, mais un couple super qui ils ont des CV de malades, ils ont 50 ans, tous les deux, ils sont en couple. Ils ont toujours très bien gagné leur vie, ils ont eu des carrières de malade mental, directeur commercial, directeur marketing, tu vois, les deux. Un directeur commercial, l'autre directeur marketing, directrice marketing. Et ils montent un projet, qui est un projet e-commerce, où il y a une production d'un objet de décoration. Il faut faire venir cette production d'un pays étranger, il faut distribuer ça en France. Donc il faut, par exemple, comprendre comment on conçoit cet objet de décoration. Il faut comprendre comment on fait un site internet, il faut aussi comprendre comment fonctionne un compte Instagram. Et ça a été, durant les premières semaines, extrêmement dur de pousser ces managers à devenir techniciens et à leur faire comprendre que le sublime business plan, la sublime étude de coût n'avait en fait pas beaucoup d'intérêt, ne faisait absolument pas avancer le projet du point 0 au point 1. Et c'est là où on revient encore une fois à la schizophrénie. Moi je le dis à tous les gens que j'accompagne, vous devez être schizophrène. Je le dis, donc acceptez-le. Mais vous devez passer d'une casquette à l'autre. Vous devez accepter d'être le matin technicien, l'après-midi manager, semaine 1 entrepreneur, semaine 2 manager, etc. Ok ? Troisième profil. Le troisième profil, c'est l'entrepreneur. J'ai pris la photo du fondateur de Netflix. Sûrement parce que
je trouve que c'est une des boîtes les plus exceptionnelles au monde. Alors, l'histoire de Netflix, hein, juste pour rappeler un peu le contexte, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que Netflix a été créé il y a plus de 20 ans, ou pas loin. C'est une boîte qui a connu 3 évolutions majeures. C'est une boîte qui a commencé par permettre à des Américains de louer des DVD. Dans la toute première version de Netflix, il n'y avait même pas, si je ne dis pas de bêtises, de système de livraison des DVD. Simplement, on commandait un DVD sur le site internet et on se rendait dans un point relais pour récupérer le DVD. Ensuite, ils ont eu un système automatisé où on pouvait commander la cassette vidéo et puis on la recevait chez nous et puis ensuite on la renvoyait par la poste. Le fondateur de Netflix est un entrepreneur pur et dur, donc il est tout le temps dans la vision, tout le temps dans le futur. Il s'est rendu compte très vite, bien plus tôt que le reste du monde, qu'on allait passer au streaming complet, que le DVD allait mourir, que la VHS allait mourir. Et il a fait le premier pivot de Netflix qui a été ce site sur lequel il a signé 3 maisons de production américaines, Lionsgate, Paramount et une 3e que j'ai oubliée. Et il leur a dit, vous allez me donner votre catalogue de films, ou une partie. À l'époque, pour les plus âgés d'entre vous, vous vous rappelez qu'il n'avait que les vieux films, hein, sur un peu les nuls, quoi, enfin, les navets. Quoi. Bon. Vous allez me donner ça, votre catalogue, et puis moi je vais le mettre en ligne, et je vous donnerai une rétrocession par rapport à ce que les gens payent. Et il y a quelques années, nouvelle vision exceptionnelle. En fait, ma société va être limitée si on se contente d'être un intermédiaire, si on se contente d'être quelqu'un qui met en relation des maisons de production qui font des films avec des amoureux du cinéma. On va faire nous-mêmes nos séries. Et Netflix, depuis plusieurs années, investit des milliards en création de contenu. Donc ils ont leur studio, équipe de tournage, réalisateurs, enfin tout quoi. Tu vois, ils font des films quoi. Ils font des films, ils font des séries. Et quand vous vous connectez sur Netflix, vous avez le Powered by Netflix. Voilà. Leurs résultats ont été exceptionnels, évidemment. Ils ont lancé des séries qui sont des hits hallucinants. Ils se sont basés sur plein de choses, sur l'apprentissage justement qu'ils avaient de la consommation de films. Vous savez qu'un des gros sujets de Netflix, c'est cette équipe d'ingénieurs qui observent les comportements de consommation de films, qui observent que quand il y a tel type de décor, tel type d'acteur, tel type de scénario, ça fonctionne mieux que d'autres. Et donc, bon, alors d'ailleurs, ça peut parfois faire un peu peur, mais ce côté assez robotique, voilà la recette scientifique pour faire un super film, pour faire une super série. Et à partir de ça, ils donnent des consignes à leur équipe de tournage. Alors c'est marrant parce que moi j'ai dans mes actionnaires quelqu'un qui avait été mobilisé par Netflix il y a plus de 10 ans, peut-être 10-15 ans, au tout début quand ils avaient leur moteur de recherche, il n'y avait pas encore les propres films et séries Netflix, ils avaient un problème. Ils ne comprenaient pas pourquoi les résultats n'étaient pas pertinents. Les gens n'arrêtaient pas de dire moi le moteur de suggestion, le moteur de recommandation, il me fait des recos qui sont nuls. Alors lui, c'est un mec qui est basé à Paris, Netflix le convoque, donc c'est un ingénieur très diplômé, etc. Le fait venir dans les bureaux, il passe 2 semaines là-bas pour finalement se rendre compte que le moteur de recommandation suggère énormément de films indiens. Que du Bollywood, que ça. Et il ne comprend pas, et il passe 1 semaine, 2 semaines, et un jour il passe dans les bureaux de l'équipe de développement, il regarde les gens en train de coder et il se rend compte qu'il y a énormément d'ingénieurs indiens. Et donc, parce que vous savez, il y a une grosse diaspora indienne dans la Silicon Valley. Et donc, tout simplement, les types qui codaient le moteur de recherche le testaient avec leurs préférences à eux, leurs préférences cinématographiques. Et comme ils sont indiens, ils aiment bien les films indiens. Et donc, ils mataient tout le temps des films indiens dans l'environnement de test, ce qui posait quelques problèmes une fois que c'était mis en production. Donc c'est une boîte qui a connu des difficultés absolument folles. Mais il y a eu plusieurs vies chez Netflix, c'est comme le chat, quoi. Il meurt, il renaît à chaque fois. Mais
Grâce à la vision de ce type et toute l'équipe évidemment, il y a une vraie boîte d'entrepreneurs qui constamment se posent les questions suivantes. 1. Quelle est la nouvelle opportunité? 2. Comment je peux construire à partir de mes assets? Comment est-ce que je peux construire à partir de ce que j'ai créé sur les dernières années? Et typiquement, pourquoi est-ce que, je vous ai dit que le principe numéro 3 de Live Mentor, c'était le développement d'un projet dépend également du développement personnel de son fondateur. Principe numéro 1, une bonne entreprise, un bon projet, c'est un projet qui a des assets, qui a des piliers durables. Un site qui fait uniquement de la publicité et les gens ne restent pas, etc., même s'il fait plein de chiffres d'affaires, ce n'est pas durable. Par contre, un site qui a une communauté, une entreprise qui a une expertise scientifique, data, etc., qui a un réseau de commercialisation, une boîte comme Greenma par exemple, ils bossent avec maintenant des dizaines de magasins en France. Ça, c'est un asset. Il y a déjà des relations commerciales qui ont été tissées. Donc le jour où Cécile, elle veut faire en plus des savons et des thés, des chaussures, elle ne le fera jamais, mais imaginons qu'elle veut faire des chaussures, et elle a plus de facilité que quelqu'un d'autre parce qu'elle a construit quelque chose de durable. Et pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce que c'est le rôle de l'entrepreneur de se demander qu'est-ce que je construis aujourd'hui qui peut être utile demain et qui peut me rendre le surlendemain encore plus facile que le lendemain. Et ça, Netflix l'a vraiment bien fait. Qu'est-ce que fera Netflix dans 2 ans? Aucune idée. Enfin, il faudra regarder, ils ont souvent des plans absolument dingues, mais c'est clair qu'ils ont cette culture-là. Donc l'entrepreneur, il est dans le futur, il saisit les opportunités et il adore créer en permanence. Ce qui nous amène au problème de la schizophrénie, parce que si je prends ce terme, c'est pas par hasard, c'est pas marrant d'être schizophrène, hein. C'est vraiment pas marrant. Pour l'entrepreneur, c'est un peu la même chose. Quand vous devez avoir ces 3 casquettes-là, elles rentrent en conflit extrêmement violemment les unes avec les autres. Un déchirement constant. Il y a beaucoup de littérature sur les bienfaits de la méditation, etc. Mais ça fait écho à une réalité profonde qui est, vous devez dans la même journée être l'entrepreneur qui adore créer et le manager qui adore processer. Donc évidemment, ça explose. Ça explose. Vous allez toujours avoir une partie de vous qui va être frustré. Ah, j'aimerais tellement qu'on lance telle nouvelle activité, j'aimerais tellement qu'on lance tel nouveau produit, j'aimerais tellement qu'on fasse ci et qu'on fasse ça. Ah, et si on avait une maison. Oui, bon. Ça, c'est. Bon, effectivement, c'est très culture Live Mentor en plus, tu vois, très entrepreneur. Tiens, si on lançait des live pass, si on lançait le carnet du temps, si on lançait un livre, si on lançait une nouvelle formation par mois, et si on faisait une conférence à la fin de l'année, etc. Bon. Nous, on est clairement dans une situation où, comme n'importe quelle boîte au monde, on doit toujours se poser la question, c'est quoi l'équilibre qu'on a entre les 3 domaines? Et là, nous, on a un petit manque ici, là, sur le manager. Il est un peu disparu lui, donc il faut travailler comme on fait maintenant pour refaire monter cette brique-là. Voilà. Et donc c'est normal d'être toujours en déséquilibre et de toujours chercher une remise à plat. Et ça en coaching, quand vous le faites avec un porteur de projet ou un entrepreneur déjà lancé, c'est exceptionnel. Quand vous arrivez à l'interroger sur « écoute, donc, tu sais, on va faire un petit exercice ensemble. Il y a à peu près 3 casquettes que tu dois jouer sur ton projet. Une casquette qui est vraiment le technicien, l'expert. C'est-à-dire, toi, concrètement, si ce que tu fais, c'est être thérapeute, le job de technicien, c'est de faire tes consultations de thérapeute. Tu dois aussi être manager et te demander où passe ton temps, quels sont les différents départements de ta boîte et comment est-ce qu'ils sont organisés. Qui s'occupe du marketing chez toi? Qui s'occupe de la compta? Oui, tu vas être aujourd'hui très souvent la seule et même personne qui fait tout. Mais tu dois avoir cette réflexion de manager qui est le jour où on sera plusieurs, c'est quoi les différentes fonctions, c'est quoi les différents départements? Pour analyser ton activité, non pas comme un technicien qui fait sans se poser de questions, mais comme un manager. Et tu dois aussi avoir la casquette d'entrepreneur, c'est quoi l'étape d'après? Typiquement, prof de yoga. Est-ce que c'est une bonne situation d'être prof de yoga
à Paris. Beaucoup de gens vont vous dire oui, il y a plein de studios de yoga, il y en a plein, des tonnes. Donc si vous êtes un bon technicien, un bon prof de yoga, si vous êtes en plus bon en communication image de marque, vous allez être contacté par plein de studios de yoga et puis vous gagnerez bien votre vie. Votre projet entrepreneurial va se développer. Le problème, c'est que si vous faites ça pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, déjà vous allez vous épuiser et deux, vous n'allez pas comprendre que l'asset durable, oui, il peut se faire au niveau de la communauté et ça c'est déjà un premier gros changement d'être le prof de yoga qui a une communauté tellement grande autour de lui qui peut être dans un rapport de force positif auprès des studios et dire bah attends moi si je viens donner des cours au studio je vais ramener beaucoup de gens donc on va un peu renégocier les conditions mais c'est aussi à terme de réfléchir, d'envisager en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire mais d'envisager la possibilité d'ouvrir son propre studio et d'avoir d'autres profs qui donnent les cours. Et allez faire cette étude sociologique, allez faire un tour de tous les studios de yoga à Paris et parlez aux gens qui sont propriétaires des studios. Très souvent, c'est d'anciens profs qui justement se sont dit « Ah attends, là je suis en train de passer à côté de quelque chose. Je ne suis pas assez entrepreneur. Je suis trop dans la technique, je suis trop en train de donner mes cours tout le temps. Il faut que je me libère du temps, que je me demande comment est-ce qu'on monte un studio de yoga. C'est pas facile, mais ça s'apprend. Comment fonctionne un prêt bancaire, comment est-ce qu'on finance le lieu, comment est-ce que je le décore, etc. À quoi ça ressemble pour le coup sur un business plan cette fois. Et donc, cet exercice-là, on peut le faire sur à peu près tous les types de projets. Donc, utilisez-le, challengez les personnes en face de vous et essayez toujours de le faire avec une clarté, une diplomatie extrêmement forte. Ce n'est pas une conversation qu'on peut avoir en parlant de manière ultra rapide, en étant stressé. C'est-à-dire qu'on donne là des informations qui sont assez lourdes à digérer. C'est pas le genre de conversation qu'on a tous les matins quoi. Avec quelqu'un quand on parle de son projet. Il faut se remettre quand même dans la vie d'entrepreneur qui se lance. Globalement, 80% des discussions qu'il a avec ses proches, c'est « Ah, la couleur du logo est pas terrible. Oui, tu devrais faire un peu plus de trucs sur Instagram. Ah, t'as vu ce truc-là » alors que le truc n'est pas du tout pertinent. Donc, on est bombardé d'informations et de discussions qui sont pas très importantes et qui sont pesantes mais qui ne sont pas consistantes. Là, on est sur un truc extrêmement profond. On est sur quelque chose qui peut déclencher des décisions stratégiques sur tous les départements de la boîte. Et on est également, même si j'en ai pas trop parlé, on va finir là-dessus, sur quelque chose qui touche au personnel. On a parlé du syndrome d'imposteur, on a parlé du manque de confiance. C'est clair que la casquette entrepreneur, souvent on la retrouve chez des gens qui ont été dans des familles d'entrepreneurs, on la retrouve chez des personnes qui ont déjà créé des entreprises et qui donc dès le début savent qu'ils ne doivent pas être, qu'ils ne peuvent pas être que dans leur business, mais qu'ils doivent être également sur leur business. Je prends un type assez exceptionnel qui est chez Live depuis, je crois, 2 ans, Blaise, ancien big boss, enfin top manager d'une très grosse boîte française, Thales. Donc un énorme job, un mec qui prenait l'avion tout le temps. Ce type aujourd'hui a quitté cette super entreprise où il avait un salaire royal pour construire une vision autour d'un sujet qui est le crowdfunding immobilier. Alors le crowdfunding immobilier en 2 mots, c'est des systèmes où vous financez comme sur Kickstarter non pas un produit mais une construction immobilière. Vous allez financer par exemple la construction d'un immeuble qui ensuite sera loué appartement par appartement. Vous allez financer la construction d'un truc d'attraction type Disneyland. Vous allez financer un centre de plongée, etc. Bon. Et lui, il a vu que ce truc-là, pour plein de raisons, allait être super gros, le crowdfunding immobilier, donc vision d'entrepreneur. Il a ensuite été un très bon manager. Il a ouvert plusieurs
projets, et en plus dans des géographies différentes. Il en a un au Portugal, il en a un à Bali. Et il s'est dit comment est-ce que je peux faire en sorte que ça tourne sans que je sois là, puisque de toute façon je lance dans des géographies différentes, donc il n'avait pas le choix, hein, il ne faut pas être partout. Et ben, il a structuré un système, il a des responsables locaux pour chaque pôle et il structure des process d'information, mais il est également allé sur le terrain, faire lui-même les travaux, faire lui-même du référencement naturel pour faire connaître ces lieux. Donc je trouve que c'est un mec qui a manœuvré super bien entre les trois casquettes, technicien, manager, entrepreneur. Ok ? Merci à toutes et à tous.